Pour des millions de téléspectateurs, la petite maison dans la prairie représentait la douceur, la foi et la chaleur d'une Amérique intemporelle. Et au centre de cette harmonie se trouvait Karen Grassel, la figure maternelle sage et bienveillante, qui incarnait Caroline Ingalls. À l'écran, tout semblait simple. Une actrice lumineuse donnant vie à un personnage modèle et un partenaire charismatique, Michael Landon, dont le sourire rassurait les foyers chaque dimanche soir. Mais derrière cette image d'unité parfaite se préparait une histoire bien plus nuancée, une vérité longtemps retenue par pudeur et loyauté. Avant d'arriver à Hollywood, Karen Grass était une comédienne de théâtre passionnée, formée entre Berkeley et Londres, rêvant de scènes classiques plus que de caméras. Son parcours n'avait rien d'un conte de fées, à nez de vache maigre, tournée modeste, cachet incertain. Lorsque l'audition pour la petite maison dans la prairie se présenta, elle mit toutes ses économies dans une simple robe de laine, espérant que ce détail suffirait à convaincre. Et il le fit. Michael Landon, producteur et vedette du projet, fut conquis dès sa lecture. « Envoyez-la à la garde-robe », aurait-il déclaré. Ce jour-là, la vie de Grass changea. Au début, elle voyait en Landon un mentor. Il la guida dans l'univers impitoyable de la télévision, patient et attentif, presque fraternel. Le tournage du pilote fut pour elle une école accélérée. Apprendre à respirer entre deux prises, à ajuster sa diction à la caméra, à sourire sans perdre sa vérité. Landon l'encourageait, la rassurait, et son sens de l'humour apaisait les longues heures sur le plateau. Il lui offrait, croyait-elle, une forme d'égalité artistique, deux âmes unies pour raconter la même histoire. Mais au fil des saisons, ce rêve de camaraderie allait s'effriter. À mesure que la série gagnait en notoriété, Landon devint plus qu'un collègue. Il était le capitaine incontesté d'un navire, dont chaque décision passait par lui. Producteur, réalisateur, scénariste, il incarnait tout. Ce pouvoir absolu, qui au départ semblait une garantie de qualité, devint lentement une cage invisible. Grass, elle, continuait à donner le meilleur d'elle-même, tout en sentant que quelque chose changeait dans le regard de celui qui l'avait d'abord élevée. La série, diffusée dès 1974, devint un phénomène culturel. Des millions de foyers s'y reconnaissaient, louant la dignité de Caroline, la tendresse de Charles, l'unité familiale face aux épreuves. Pourtant, pour Karen, la frontière entre fiction et réalité s'amincissait dangereusement. La femme forte qu'elle incarnait à l'écran n'était plus qu'un masque, une illusion entretenue, ce rôle qui devait la libérer commençait à la posséder. Et dans les coulisses de la prairie, une ombre silencieuse s'étendait déjà. Le succès fulgurant de La petite maison dans la prairie aurait dû cimenter l'unité de son équipe. Mais plus la série gagnait en popularité, plus les tensions s'enracinaient. Au cœur du conflit, une simple question de reconnaissance. Karen Grassel, interprète du pilier féminin de la série, réalisa que son salaire restait très en deçà de celui de ses homologues masculins, y compris de Landon, bien sûr, mais aussi des seconds rôles mieux négociés. L'ironie voulait que Caroline Ingalls, symbole de force et de stabilité, soit sous-payée et sous-estimée derrière la caméra. Un jour, Karen décida de parler. Elle aborda Landon, confiante, presque naïve, pensant qu'il comprendrait sa demande légitime. Ce fut une erreur. La discussion, qu'elle espérait franche et constructive, se transforma en une leçon de pouvoir. Landon, froid mais souriant, lui expliqua que selon les tests du réseau, son personnage n'était pas le préféré du public. Cette phrase, prononcée sans colère, pesa comme une sentence. En quelques mots, il réduisait des années d'effort à une statistique et fermait la porte à toute négociation. À partir de là, leur relation changea subtilement. L'homme bienveillant devint distant, ironique parfois, sarcastique souvent. Les blagues qui autrefois faisaient rire semblaient désormais dirigées contre elle. Lors des scènes intimes, il glissait des remarques équivoques ou des plaisanteries lourdes sous couvert d'humour. Karen restait immobile, prisonnière du rôle, craignant qu'un mot de trop ne ruine sa carrière. Sur un plateau dominé par un seul homme, il n'existait ni recours ni refuge. Les scénarios eux-mêmes commencèrent à refléter cette transformation. Caroline, autrefois cœur battant des intrigues familiales, se vit reléguée à l'arrière-plan. Ses scènes d'émotion furent coupées, ses dialogues réduits. C'était comme si Landon utilisait la fiction pour affirmer son autorité dans la réalité. Karen le sentit mais ne pouvait rien dire.
La télévision des années 1970 Newton offrait guère de place aux actrices qui dérangeaient. Être difficile signifiait être effacé. Pourtant, sous la surface, quelque chose en elle résistait. Chaque jour, elle revêtait le costume de Caroline, droite et calme, incarnant la dignité qu'on lui refusait. Elle savait que sa seule arme était son professionnalisme. Dans un système dominé par les hommes, c'était sa manière silencieuse de tenir tête. Mais ce silence, nourri de peur et d'humiliation, commençait à la consumer de l'intérieur. Ce contraste entre la mère parfaite et la femme blessée devenait insoutenable. Le public, charmé par son regard apaisant et sa voix douce, ignorait tout de la douleur dissimulée derrière. Grace, elle, apprenait à sourire mécaniquement, à avaler les humiliations, à se convaincre que le travail justifiait le prix, mais chaque rire forcé, chaque scène tronquée laissait une cicatrice. Derrière le décor pittoresque de Walnut Grove, le rêve américain se fissurait, lentement, irrémédiablement. Le silence de Karen Grace devint sa prison. Chaque jour sur le plateau, elle jouait le rôle d'une femme aimante et solide, alors qu'en coulisses, elle se sentait de plus en plus isolée. Personne ne semblait remarquer sa détresse. Les techniciens riaient aux plaisanteries de Landon, les enfants acteurs ne percevaient rien, et les producteurs fermaient les yeux. L'atmosphère restait cordiale en apparence, mais pour Karen, chaque journée ressemblait à une bataille intérieure. Son corps jouait Caroline Ingalls, son esprit, lui, cherchait un refuge. C'est alors que commença une lente descente. Pour apaiser la tension et la honte, elle se mit à boire. Un verre de vin après le tournage, puis deux, puis davantage. Ce rituel devint vite une béquille invisible, un moyen d'éteindre le feu qu'elle portait en elle. Ce penchant n'était pas nouveau. Son père, Eugène, avait lui aussi sombré dans l'alcool, un homme brisé par la culpabilité et la solitude. Karen, malgré elle, répétait le même schéma. Dans son livre Bright Lights, Prairie Dust, elle écrira plus tard « Je croyais contrôler la douleur, mais c'est elle qui me contrôlait ». Les années passaient, et son image publique restait intacte. Les fans la saluaient dans la rue, la félicitaient pour son rôle de mère modèle. Elle souriait, signait, posait pour des photos, puis rentrait chez elle pour boire seule, à petites gorgées de honte. L'alcool devint sa manière d'oublier Landon, le mépris et la peur de perdre tout ce qu'elle avait bâti. Elle vivait une double vie, celle lumineuse de la Caroline que tout le monde aimait, et celle cachée d'une femme en lutte avec ses démons. Puis vinrent les conséquences. Des amitiés détruites, une liaison malheureuse avec un acteur invité qui la laissa humilier, des disputes violentes, et le regard vide du matin suivant. Plus rien ne tenait. Même sa santé déclinait, et son reflet dans le miroir ne lui ressemblait plus. Un jour, après une nuit de beuverie, elle comprit qu'elle marchait sur le même fil que son père, et qu'un pas de plus la ferait tomber. Ce matin-là, entre larmes et tremblements, elle prononça ces mots simples « C'est fini ». C'était le début d'une autre vie. Elle chercha de l'aide, rejoignit un groupe de soutien et découvrit que la sobriété n'était pas seulement une abstinence, mais un acte de survie. Loin du tumulte des plateaux, elle recommença à respirer. Chaque jour sans alcool devenait une victoire silencieuse. Et peu à peu, la femme cachée derrière Caroline Ingalls réapprenait à exister, fragile, imparfaite, mais enfin vraie, sobre. Karen Grace seule redécouvrit la clarté. La douleur ne disparut pas, mais elle cessa d'être une ennemie. Elle apprit à l'écouter, à la transformer en force. Quand elle retourna sur le plateau de la petite maison dans la prairie, le monde semblait à la fois inchangé et totalement différent. Michael Landon, toujours maître du navire, régnait avec le même humour dominateur, mais Karen n'était plus la même. Derrière son calme, il y avait désormais une lucidité nouvelle, celle d'une femme qui a connu l'abîme et en est revenue. La sobriété lui donna aussi une certaine distance, elle observait les dynamiques de pouvoir avec plus de recul. Ce qui autrefois l'humiliait ne la brisait plus de la même façon. Elle se tenait droite, polie, mais intérieurement armée. Les blagues obscènes, les rires du plateau, les scénarios tronqués tout cela, elle l'endura encore, mais sans s'y perdre. « J'ai compris que je ne pouvais pas changer le système, seulement ma façon d'y survivre », écrira-t-elle plus tard. Pourtant, la douleur du mépris restait vive. Landon refusait toujours de la considérer comme son égale. Les scènes de Caroline étaient réduites à des gestes maternels simples, effaçant la profondeur émotionnelle qu'elle avait patiemment construite. Dans le regard du public, elle demeurait la même, mais dans les coulisses, on la faisait taire.
C'était une forme d'effacement insidieux, une censure douce. Karen comprit alors que son combat ne se limitait plus à une question de salaire ou de respect, c'était une lutte pour l'existence même de son art. La sobriété l'aida aussi à se recentrer sur les autres. Elle devint une figure maternelle pour les jeunes acteurs, notamment Melissa Gilbert, qui voyait en elle un repère au milieu du chaos du tournage. Karen leur offrait ce qu'on ne lui avait jamais offert. Écoute, sécurité, bienveillance. C'était sa manière à elle de rétablir un peu de justice. Sur le plateau, elle resta discrète mais constante, incarnant cette force tranquille que les caméras filmaient sans toujours la comprendre. Malgré la fatigue et les humiliations répétées, elle tenait bon. Elle savait que son silence avait un prix, mais aussi une valeur, celle de la dignité. Derrière les sourires figés et les robes à volants, il y avait une femme qui survivait à un monde d'hommes, une actrice qui choisissait la paix intérieure plutôt que la revanche publique. À mesure que les années passaient, elle sentait la fin approcher pas seulement celle de la série, mais celle d'une époque. Et dans ce crépuscule, une forme de sérénité naissait. La prairie allait bientôt disparaître, mais Karen, elle, commençait enfin à exister en dehors d'elle. Lorsque la petite maison dans la prairie s'acheva au début des années 1980, Karen Grassl ressentit un étrange mélange de soulagement et de vide. Pendant près de 10 ans, elle avait vécu dans la peau de Caroline Ingalls. Ce rôle qui l'avait rendue célèbre, mais qui l'avait aussi enchaînée à des souvenirs douloureux. Quitter la série, c'était refermer une porte qu'elle avait longtemps cru ne jamais pouvoir franchir. Pourtant, la liberté retrouvée s'accompagnait d'une angoisse nouvelle. Que restait-il d'elle en dehors de la mer d'Amérique? Elle retourna à ses premiers amours, le théâtre. Sur scène, loin des projecteurs télévisuels, elle retrouva une forme de vérité brute. Le contact direct avec le public, l'odeur du bois, la tension des répétitions, tout cela ranima en elle la passion première de son métier. Elle joua dans des compagnies régionales, reprit Shakespeare, expérimenta des rôles modernes. Mais malgré le talent et la rigueur, les opportunités demeuraient rares. Hollywood, pour sa part, l'avait figée dans le rôle de Caroline. Les directeurs de casting ne voyaient en elle qu'une femme douce, docile, rassurante, tout ce qu'elle n'était plus. Sur le plan personnel, sa vie se recomposa avec la même complexité. Après un premier mariage brisé, elle épousa l'écrivain James Radford. Ensemble, ils adoptèrent un fils, Zachary, qui devint la lumière la plus sincère de son existence. Être mère dans la vraie vie, loin des caméras, lui offrit une rédemption intime. Mais le mariage s'effrita à son tour, rongé par les années, les tournées, et cette mélancolie qu'elle portait toujours. Un troisième époux suivit, puis un autre divorce. À chaque fois, Karen recommençait, patiente, sans amertume. Et puis, il y eut Michael Landon. Malgré tout, son ombre continuait de planer. Leur lien, aussi toxique qu'ambivalent, demeurait gravé en elle. Ils avaient partagé des années d'intimité professionnelle, des joies et des humiliations, des silences impossibles à effacer. En 1991, lorsqu'elle apprit qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, un tumulte d'émotions la traversa. La colère, la tristesse, la compassion. Après des semaines d'hésitation, elle prit la plume et lui écrivit une lettre. Pas pour régler des comptes, mais pour dire merci et pour pardonner. Cette lettre, Landon la lut peu avant sa mort. On dit qu'il en pleura. Pour Karen, ce fut une délivrance silencieuse, une paix intime. Elle n'attendait ni excuse, ni reconnaissance, seulement la fin d'un poids. Quand il mourut, elle sut que leur histoire, à la fois belle et brisée, trouvait enfin son épilogue. Dans ce geste de pardon, elle avait clos un cycle, et pour la première fois depuis longtemps, elle put respirer sans douleur. Après la mort de Michael Landon, un long silence s'installa autour de Karen Grassl. Pendant des années, elle refusa de parler. Par respect, par pudeur, et peut-être aussi par peur de raviver d'anciennes blessures. Les journalistes évoquaient souvent la série avec nostalgie, lui demandant des anecdotes légères, et elle répondait toujours avec douceur. Elle entretenait le mythe, sans jamais l'abîmer, consciente que la petite maison dans la prairie appartenait désormais à la mémoire collective. Mais derrière les sourires et les réponses mesurées, elle gardait un poids, celui de tout ce qu'elle n'avait pas encore dit. Puis vint le moment de vérité. En 2021, à 79 ans, Karen publia ses mémoires. Bright Lights, Prairie Dust. Ce livre fut plus qu'un témoignage, une libération,
Pour la première fois, elle raconta sans détour les humiliations subies, les déséquilibres de pouvoir, les blagues obscènes de Landon, et surtout la solitude étouffante d'une femme qui n'avait pu parler pendant 50 ans. Elle évoqua aussi ses addictions, ses amours déçus, ses échecs, mais avec une honnêteté désarmante. J'ai survécu à tout cela, non pas parce que j'étais forte, mais parce que je n'avais pas le choix, écrivit-elle. Les réactions furent intenses. Certains admirateurs saluèrent son courage, d'autres lui reprochèrent de ternir le souvenir de Landon. Mais le monde avait changé. Le public était prêt à entendre les vérités qu'on taisait autrefois. Les voix de femmes, qui avaient vécu dans l'ombre, pouvaient enfin se faire entendre. Karen, loin de diaboliser Landon, le décrivit comme un homme complexe, brillant et destructeur à la fois. La grandeur et la cruauté peuvent coexister, dit-elle. Ces mots résonnèrent bien au-delà du cercle des fans. Ils devinrent une leçon sur la nature humaine, sur la lumière et l'ombre que chacun porte. À cette époque, elle affrontait aussi une nouvelle épreuve, un cancer du sein diagnostiqué pendant la pandémie. Fidèle à sa résilience, elle suivit les traitements avec courage, en parlant publiquement de l'importance du dépistage. Elle survécut, encore une fois, comme toujours. Aujourd'hui, Karen Grassl vit paisiblement, consacrée à son fils, à la scène et à la peinture, loin des projecteurs. Mais son histoire, désormais racontée, ne s'effacera plus. Elle nous rappelle que derrière les visages idéalisés de la télévision se cachent souvent des cicatrices profondes. Et que dire la vérité, même tardivement, peut devenir un acte de guérison. En brisant le silence, Karen Grassl n'a pas seulement révélé la face cachée d'un mythe, elle a redonné sa dignité à une femme que le monde croyait connaître. L'histoire de Karen Grassl, marquée par le triomphe et la douleur, révèle la réalité complexe derrière les sourires télévisuels. De son admiration initiale pour Michael Landon à la désillusion, puis à la reconstruction, elle incarne le courage tranquille d'une femme ayant survécu à la solitude, à l'addiction et au silence. Son livre, publié tard dans sa vie, devient un acte de vérité et de paix. Aujourd'hui, elle inspire par sa lucidité, montrer que la lumière ne brille jamais sans ombre, et que le pardon, parfois, est la plus grande des victoires humaines.